Bonjour. En 2025, Mountain Changemaker vous propose un nouveau podcast, un face-à-face avec la rédaction, Talk to You, l'actualité de la transition des territoires de montagne, vue par les acteurs économiques, politiques et associatifs. Mountain Changemaker est une association qui regroupe un laboratoire d'action et un média digital qui fédère les associations, collectivités et entreprises qui partagent une même volonté de réfléchir ensemble à l'avenir des territoires et proposer des solutions face aux conséquences du réchauffement climatique. Notre raison d'être se résume en quelques mots, imaginer, inspirer et agir ensemble pour le futur de la montagne. Nous avons fait le choix de la parole pour imaginer, la parole pour inspirer, pour motiver et agir, la parole pour rassembler et créer une dynamique, la parole pour être responsable et positif. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'année internationale de la préservation des glaciers, nous recevons le glaciologue Luc Moreau à Chamonix, au pied des glaciers dont Luc observe jour après jour le glissement et la lente disparition. Luc Moreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Talk to You, le programme de rencontre de Mountain Changemaker. Vous êtes glaciologue, vous êtes accompagnateur de montagne. Et avec vous, on va parler de 2025, l'année des glaciers, et puis plus largement des glaciers. Mais avant de commencer, je vous propose d'écouter un portrait que nous avons réalisé sur vous. Luc Moreau, l'homme des glaces, le veilleur des montagnes. Depuis les années 80, vous scrutez les géants blancs qui racontent l'histoire du monde. Vous arpentez les sommets du Mont Blanc, du Groenland et d'ailleurs, là où la glace livre ses secrets à ceux qui prennent le temps de l'observer. Docteur en géographie alpine, vous avez consacré votre vie à l'hydrologie sous-glaciaire, explorant les rivières invisibles qui sculptent les entrailles des glaciers. Sous le glacier d'Argentière, vous avez installé des instruments précieux, captant le moindre frisson de la glace en mouvement et observant ces transformations évidentes. Mais vous, Luc Moreau, vous n'êtes pas seulement un scientifique, vous êtes aussi un passeur de mémoire, un conteur des glaces. À travers vos livres et vos conférences, vous racontez l'histoire des glaciers, ces témoins silencieux du temps qui passe. Vous mettez en lumière leur disparition inévitable, partageant vos découvertes avec le monde pour que chacun prenne conscience de leur disparition progressive. Vous partagez votre savoir, formez les guides de demain et témoignez des changements du climat à travers vos images et vos mots. Luc Moreau, vous êtes le témoin direct de ces glaciers qui changent jour après jour, vous en suivez les moindres frémissements, capturant leur histoire avant qu'elle ne s'efface. Une réaction ? Oui, depuis 35 ans, j'ai fait quelques petites choses, en effet, quand c'est résumé comme ça sur quelques secondes. En effet, oui, j'ai la chance, en fait, d'étudier un élément naturel qui réagit au climat parce qu'il est fabriqué par le climat et il disparaît par le climat. Mais j'ai la chance d'être au contact de la nature, on va dire, des montagnes, de la nature donc, tout le monde n'a pas forcément cette chance-là, mais aujourd'hui, c'est très important de garder ce contact avec cette nature, que ce soit les océans, les déserts, les montagnes, les glaciers, qui nous font vivre, qui fabriquent l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, ce qu'on mange. Et c'est l'environnement, quoi. C'est tellement vital, quoi, essentiel. Les glaciers, c'est aujourd'hui un élément important de notre écosystème humain également. Ils font partie de notre vie depuis toujours. Ils sont essentiels. Oui, oui. Alors, bien sûr, il y a aussi l'économie on s'est adapté à ces glaciers, à ces montagnes. En tout cas, pour les régions de montagne, les populations ici Rhône-Alpes, on s'est adapté à ces sources d'eau. En fait, c'est cette ressource en eau, ces rivières, ces fleuves, et qui sont alimentés. Voilà, il y a 2 milliards de personnes sur la Terre qui vivent de l'eau de fonte des glaciers. Et donc, oui, on vit avec ça. Et aujourd'hui, évidemment, on le voit chaque jour. On les fait diminuer. Donc moi, le premier, j'ai aussi, voilà, je participe aussi, puisque je participe à l'économie. Et donc, alors, on essaye bien sûr de limiter notre impact sur la fonte des glaces. Mais les glaciers réagissent très vite et fondent très vite. Et le souci, c'est l'eau, quoi, en fait. C'est l'eau. Alors justement, votre métier de base, on dit hydrologue, hydrologie sous-glaciaire. Hydrologie sous-glaciaire, voilà, oui. Donc j'ai passé ma thèse de doctorat de géographie avec le barrage des Mossons, franco-suisse. J'ai eu un contrat qui a donc
Voilà, j'ai eu un contrat qui m'a été donné suite à cette thèse. Et oui, là, je suis spécialisé sur l'hydrologie sous-glaciaire. En fait, sur l'eau qui circule sous les glaciers, qui est captée par les sociétés hydroélectriques pour produire de l'énergie hydroélectrique. Et c'est une spécialité vraiment en glaciologie parce que les sites pour aller sous les glaciers sont très rares dans le monde. Ici, il y en a deux dans le massif du Mont-Blanc. EDF qui capte l'eau sous la mer de glace, Emosson qui capte l'eau, enfin, c'est EDF en partie, sous Argentière, et deux en Norvège. 4 captages sous glaciaires. Et ce qui se passe sous les glaciers, enfin aujourd'hui d'ailleurs, dans la science, aujourd'hui sur la connaissance de la planète, bah, il y a encore beaucoup d'exploration à faire, mais dans le côté invisible de la planète, c'est-à-dire sous-marin, souterrain, aussi sous les glaciers. Bon, évidemment, nos glaciers se retirent, donc ils libèrent des espaces qu'ils recouvraient avant, et on découvre de visu. On découvre de nouveaux écosystèmes aujourd'hui finalement. Là où le glacier se retire, de nouveaux écosystèmes vont naître ou sont en train d'apparaître. Oui, 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 tout à fait. Voilà, toutes ces marges, ce qu'on appelle la délaissée glaciaire, ce que le glacier délaisse en terrain. Bah, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, hein, sur ces lacs proglaciaires qui sont devant le glacier, la végétation qui reprend, les algues, voilà, les insectes, etc. Donc la vie en fait qui naît, c'est très important en fait de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Bon, ces terrains, ils sont depuis 15 000 ans, 20 000 ans. Les glaciers se sont retirés de 200 kilomètres. Donc il y a eu beaucoup de terrains délaissés par les glaciers. Et aussi des terrains ennoyés par la remontée du niveau des mers de 100 mètres. Hum, D'ailleurs, sur ces terrains qui sont délaissés par les glaciers, moi j'ai la chance aussi de travailler au Groenland. Les vieux Inuits au Groenland ne vont pas sur ces terrains-là parce que ce sont des nouveaux terrains. Quand les glaciers reculent, ils libèrent des espaces, des territoires. Et au Groenland, il y a des croyances, il y a des tupilaks, c'est-à-dire en fait des dieux, des esprits sur chaque terrain, sur chaque chose. Et en fait, quand le glacier se retire, ben, on ne connaît pas si l'esprit de ce terrain est bon ou mauvais. Et donc les anciens Inuits ne vont pas sur ces terrains-là. C'est original, hein, mais Je pense que dans nos territoires aussi, au Moyen-Âge, il y avait aussi cette idée que le glacier avait un côté un peu diabolique et que cette avancée glaciaire, et notamment sur le dernier âge glaciaire, et cette avancée pouvait aussi poser un certain nombre de problèmes et de croyances. Cette décrue, vous utilisez souvent ce mot d'ailleurs, décrue, un petit peu comme si c'était un fleuve, ce glacier. ouais, exactement. Oui, oui, ce sont des fleuves de glace, des rivières de glace, hein. D'ailleurs, je crois qu'en chinois, enfin, je suis allé qu'une seule fois en Chine, mais en chinois, le mot glacier s'écrit avec le caractère fleuve et le caractère glace, rivière de glace en fait, le glacier. Parce que tous les glaciers sont en mouvement sous l'effet de leur poids. Ils vont plus vite au centre que sur les bords où ils frottent contre les montagnes, comme une rivière en fait. Et donc, en effet, les glaciers ont subi des variations de longueur, des petits âges glaciaires, hein. Depuis 10 000 ans, il y en a eu une dizaine d'avancées de 2 à 3 siècles. Et donc, à la fin du Moyen Âge, suite à moins d'énergie solaire, tous les glaciers du monde ont réavancé de 2 à 3 kilomètres. On avait peur des glaciers partout dans les Alpes, qui avançaient, qui s'approchaient des maisons, dans le bas des vallées, des villages. Ici, il y a eu 2 villages rasés par l'avancée de la mer de glace. Le glacier avançait de 2 mètres par jour, 3 mètres par jour, contre les hameaux, les fermes. Bon, c'était quelques fermes. Donc, en effet, on avait peur des glaciers. On appelait les prêtres les évêques, parce que la connaissance à l'époque, c'était les religieux qui l'avaient. Et puis, comme c'était les montagnes maudites, donc il est resté un sommet qui s'appelle le Mont Maudit, à côté du Mont Blanc. Voilà, on pensait que c'était le diable qui descendait de la montagne. Et donc, les évêques qui étaient puissants, on mettait des croix devant la glace du diable pour demander au diable de retourner dans sa montagne. Peut-être qu'on avait fait des bêtises, on allait corriger ça. Et ça a bien marché d'ailleurs, hein. Nos glaciers ont reperdu 3 kilomètres. Ils sont bien repartis. Alors, je vous propose de regarder un micro-trottoir que nous avons réalisé dans les rues de Chamonix ces derniers jours, justement à propos des glaciers. Et on en reparle après. Est-ce que vous saviez que 2025, c'est l'année des glaciers? Mountain Changemakers est au pied justement des glaciers à Chamonix pour vous interroger. Ah non, je savais pas ça. Non, m'apprenez. Non, je savais pas du tout. Et t'en penses quoi?
Bah, c'est une bonne chose. Il faut quand même valoriser la montagne, c'est important, ça fait partie de la nature et puis il faut pas, faut faire avancer les choses. Eh ben pas du tout. Je trouve que c'est très bien, mais après on n'en entend pas plus parler que ça. Donc voilà, je sais pas sur quoi il faut s'informer pour en apprendre plus, mais c'est vrai que même personne autour de moi, personne n'en a parlé, donc voilà, je trouve ça un peu dommage, quoi. J'ai entendu dire qu'il y avait toute une politique de sauvetage des glaciers. Je ne sais pas quel est vraiment le principe. Oui, j'étais au courant. Il y a pas mal d'articles qui passent dans les revues de montagne, aussi type Géo, ça m'intéresse. Il faut sensibiliser les gens parce que là, on les voit partir. Le glacier des Bossons, il est à la moitié de ce qu'il était il y a 20 ans, 30 ans. Et en quoi ça vous inquiète? Ça veut dire qu'il y a tout qui est en train de changer. Tout est en train de disparaître. Ça fait peur? Oui, ça fait peur parce qu'il y a tout l'écosystème qui est en train de changer, même au niveau, il y a les glaciers, il y a les chutes de pierre, le permafrost, il y a la végétation aussi, donc c'est énorme. Notamment la mer de glace. C'est plus une mer de glace, c'est une mer de cailloux. Bien sûr, ça nous inquiète. Oui, les glaciers, on dit que ce sont des éponges, donc elles absorbent les ruissellements, l'eau, etc. Quand il n'y aura plus de glaciers, cette eau, elle va où? Elle va descendre, ça va être des inondations, les torrents, tout ça. Ça m'inquiète énormément, notamment le glacier de Tacona. Bah, on voit que depuis des années, en fait, il est en perpétuelle diminution. Je la ressens avec des photos, des témoignages de mes grands-parents, de mes parents, etc. Mais je le ressens pas. Par exemple, je me dis pas, tiens, l'année dernière, ça a perdu 3-4 cm. On est entouré de belles choses, c'est dommage que ça disparaisse peu à peu. Ah oui, la différence, c'est visuel. Depuis une dizaine d'années, ou 10, 20 ans déjà, 10 ans, oui. On ne peut pas changer grand-chose. Ça peut être un cycle de la nature, comme ça peut être... Bon, il y a l'origine humaine, mais l'origine humaine aussi, il y a les solutions. Plus on sera nombreux, plus on polluera. On se tire une balle dans le pied tout seul. Quand il n'y aura plus de glaciers, nous, on ne le verra pas, notre génération, mais nos enfants et puis les plus jeunes, on ne sait pas ce que ça va devenir à Chamonix s'il n'y a pas les glaciers. Alors on le voit, des interrogations, parfois des choses pas très, très comprises. L'un de vos rôles, c'est d'être pédagogue et d'expliquer ce qui se passe. C'est important d'expliquer et de permettre au public de venir toucher du doigt, de constater sur place. Oui, parce que moi, je me mets à leur place. J'étais avant étudiant, citoyen, visiteur. J'admirais les montagnes, les glaciers, et on est tous admiratifs de ces paysages. Et on les voit, voilà, on les voit changer. Alors dans votre reportage qui est très bien fait, parce qu'il y a plein de choses. Il y a des gens qui sont pas trop au courant de l'année des glaciers. Bon, ça vient juste de démarrer, donc c'est un petit peu, ça manque encore d'informations. Mais il y a des gens qui sont aussi au courant. Il y a des gens il y a plein d'informations justes et un peu moins justes, mais les gens voient bien qu'il y a des changements dans les neiges, dans les glaces. Et oui, aujourd'hui, c'est très important d'éduquer, de continuer à informer, parce qu'on peut se faire des idées pas forcément justes. Si on fait pas de mesures, en fait, on a l'impression des fois que le glacier va regonfler. On a pas mal d'opinions là-dessus, même dans la vallée de Chamonix, de gens d'ici. Oh, le glacier regonfle, il va repartir. Là, il y a un monsieur qui dit finalement c'est un cycle naturel, etc. Bon, aujourd'hui on sait bien que, en fait, qu'on amplifie un effet de serre naturel. Et donc forcément, on retient un peu plus l'énergie solaire reçue par la Terre, donc les températures augmentent et les éléments qui réagissent le plus vite, parce que tout se réchauffe sur Terre, les océans, les glaciers diminuent, etc. Mais c'est vraiment la glace qui est visuellement qui réagit au réchauffement. D'ailleurs, c'est bien dit par certaines dames ici, là, dans votre reportage. Donc, on le voit, on voit la neige, on voit les glaciers qui diminuent, qui noircissent. C'est un marqueur important. C'est un marqueur. Le glacier, forcément, lui, il est toujours en équilibre entre la neige qui l'alimente, qui fabrique la glace, et les températures de l'été qui font disparaître le glacier. Donc, on parlait de la mer de glace, une mer de pierre. Pendant ces 3-4 années, ces 3-4 canicules qu'on a eues là, le glacier, chaque jour de canicule, perd 10-12 cm de glace en bas, au niveau de la grotte de glace, du Montanvert, où on travaille beaucoup avec nos collègues
parce que c'est un endroit, parce qu'ici, il y a des endroits aussi grâce aux remontées mécaniques qui permettent aux gens d'accéder très vite à la montagne et à la haute montagne. Et ça nous permet de raconter un peu, oui, ce qui se passe. Ce qui se passe, et ça va très vite. Et donc au quotidien, vous mesurez alors le déplacement, vous mesurez ces épaisseurs de glace, vous êtes vraiment en capacité de monitorer ce qui est en train de se passer? Oui. Alors, alors, en France, on mesure une quinzaine de glaciers dans les Alpes françaises. Ça, ce sont plutôt mes collègues de Grenoble qui mesurent ce qu'on appelle comment le glacier varie en volume, la neige qui tombe l'hiver, la glace qui fond l'été, comme un compte en banque, les recettes et les dépenses. On appelle ça le bilan de masse du glacier. Moi, je le fais pour le glacier de Trélatête, pour l'EDF qui récupère l'eau pour le barrage de la Girotte, les aciéries du Gine, électricité, mais aussi parce qu'il est dans la réserve naturelle des Contamines. Je mesure le dessous du glacier d'Argentière. À la mer de glace où on travaille l'été, tous les jours, il y a un glaciologue l'été avec un micro et on raconte à 2000, 3000, 4000 personnes par jour le paysage, l'évolution du glacier. Donc là, on raconte bien en fait ce qui se passe. Donc, j'ai des balises sur la mer de glace. On relève les balises toutes les semaines, comme ça on a des informations en direct, quasiment en temps réel. En 2024, au niveau de la grotte de glace, la 78e grotte depuis 1946, une par an, le glacier a perdu 10 mètres d'épaisseur. En 2023, 14 mètres d'épaisseur. En 2022, 16 mètres d'épaisseur. Et on part de combien? Parce que quand on dit ça, on a l'impression d'être gigantesque, mais au départ, il y a combien de mètres de glace? Eh bien, au Montanvert, donc le train du Montanvert, télécabine, le glacier a perdu donc 40 mètres d'épaisseur en 3 étés, ces 3 dernières années. Il y avait 40 mètres de plus, donc, et il reste aujourd'hui 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres à cet endroit-là. Ça veut dire que le calcul, il est vite fait pour les années qui viennent. Si on a encore des canicules, mais aujourd'hui, le rythme des canicules, c'est 2 ans sur 3, suite au réchauffement. Et est-ce qu'il est encore temps de faire quelque chose? Oui, je crois qu'on peut, si on s'y met tous, on peut atténuer les choses, on peut préserver encore une partie de ce qui reste. Il y a plein de choses qui ont disparu et qu'on reprendra pas dans la biodiversité, dans la faune, la végétation, ça va assez vite. Mais en tout cas, le réchauffement, voilà, si on arrête de brûler des énergies fossiles, hein, gaz, charbon, pétrole, on va arrêter l'augmentation des températures. Elles vont rester hautes, mais on peut arrêter l'augmentation. Mais les glaciers, eux, ils vont quand même continuer un petit peu de reculer parce que chaque glacier a un temps de réponse pour s'équilibrer au climat d'aujourd'hui. La mer de glace, c'est 20 ans. Donc si on arrête la semaine prochaine d'augmenter les températures, le glacier va mettre encore 15 à 20 ans pour s'équilibrer. Donc il va reculer encore 15-20 ans. Il va perdre 1 kilomètre de plus. Voilà. Donc, bon, alors c'est pas prévu qu'on arrête les gaz à effet de serre la semaine prochaine, hein, parce que les glaciers sont liés directement aux gaz à effet de serre. Ça, c'est vraiment le lien direct, hein, qu'on voit très très bien d'ailleurs avec les carottages profonds au Groenland, en Antarctique. On peut remonter sur presque 1 million d'années aujourd'hui. C'est complètement lié. L'énergie fossile qui a vraiment déclenché ce réchauffement et donc cette disparition progressive. Si on revient, on a parlé au démarrage de l'eau, parce que finalement, aujourd'hui, on parle des glaciers qui sont quelque chose qu'on voit paraître, enfin, qu'on voit surtout disparaître. Derrière ça, c'est nos ressources en eau qui sont potentiellement en danger. Est-ce que demain, on a un risque de perdre cette eau? Parce que l'eau de nos torrents, l'eau de nos rivières, l'eau qui va dans nos fleuves, proviennent en partie des glaciers. Oui, 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 tout à fait, hein. D'ailleurs, il y a une dame dans votre reportage là qui dit, mais quand les glaciers vont disparaître, l'eau, elle va circuler, mais elle va inonder. Alors, elle a tort et pas tort, parce que quand le glacier est là, et quand on a par exemple beaucoup de précipitations liquides, des gros orages qu'on a de plus en plus maintenant, de temps en temps, et très localisés, c'est vrai que le glacier, l'eau qui circule dessus, à l'intérieur et dessous, va limiter la vitesse de l'eau. Et quand les glaciers seront partis, si on a des gros orages avec des précipitations très importantes, dans ce cas-là, l'eau va dévaler très très vite. Et en 96, à Chamonix, on a eu des importantes inondations. Mais
elles auraient pu être plus importantes si les glaciers n'avaient pas été dans les vallées, parce que le glacier retient l'eau, hein. Moi, j'avais bien suivi ça. Ils ont retenu l'eau, toutes ces grosses précipitations jusqu'à 4000 mètres d'altitude. C'était au mois de juillet de 96. Il y avait eu 1 mètre d'eau sur la place du Mont Blanc. Et donc, les glaciers ont vidangé cette eau des grandes précipitations pendant 8 à 15 jours plus tard. Et quand les glaciers seront plus là, parce qu'ils vont continuer de diminuer, eh bien, c'est vrai que l'eau va arriver beaucoup plus vite. Donc, on peut risquer plus de coulées de boue, d'inondations. C'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, comme il y aura de moins en moins de neige et de glace, bon, il y aura quand même un peu moins, il y aura quand même moins d'eau et de moins en moins puisque nos glaciers diminuent. Dans les Pyrénées, mon collègue qui est comme moi glaciologue, voilà, et qui mesure le glacier dessous, bah, on sait que dans 10-15 ans, il n'y a plus de glace dans les Pyrénées. Donc un impact très fort alors, sur notre quotidien et de manière plus globale, un impact très très fort sur le climat global de la planète. Alors sur le climat, oui, global, mais sur le climat local, parce que le massif du Mont Blanc est très englacé. Et dans 50 ans, 60, 70 ans, les glaciers diminuent et disparaissent jusqu'à 3000, 3500 mètres d'altitude, bah, forcément, il y aura moins de froid, parce que le glacier, c'est un peu quand même un frigo, même s'il est qu'à 0 degré de température. Et donc, il génère quand même localement un certain climat, avec des airs froids qui descendent le long des vallées. Voilà, et ça participe évidemment au climat régional, national, hein, au climat mondial. Bon, les climats mondiaux, c'est aussi les océans, les calottes glaciaires, Groenland, Antarctique. Là aussi, d'ailleurs, il y a des choses qui se passent, hein. Il faut vraiment se rendre au chevet de ces glaciers, d'où l'importance de cette année spécifique. Et on aura l'occasion de recevoir pas mal de vos collègues. On travaille avec Jean-Baptiste Besson, avec Heidi Sevestre, que vous connaissez également, et qui est vraiment aujourd'hui une porte-parole aussi de ce qui se passe. Oui, 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 tout à fait. Heidi, bon, c'était mon étudiante, donc elle est devenue glaciologue et elle est géniale parce que c'est vraiment une communicante et elle fait aussi des mesures. Elle participe aussi à quelques expéditions et Jean-Baptiste, lui, travaille sur le retrait des glaciers et la vie qui renaît. Donc, tout se transforme, rien ne se perd et on est tous aujourd'hui à travailler justement sur cette année internationale de la préservation des glaciers 2025. Donc avec la mairie de Chamonix, on met en place des choses. Là, ce matin, j'avais une réunion aussi avec la Compagnie du Mont Blanc et puis le train du Montanvert. On va mettre en place des choses le 21 mars, le 22 mars. Ici, il y a quelques projections de Montagne et Sciences à Chamonix, au cinéma. On va commenter quelques films, notamment les films de Lorius et Carottage profond pour les scolaires. Enfin bon, voilà. Donc aujourd'hui, on travaille tous pour faire passer un peu toutes ces informations pour que... Alors, dans un article de Chiloé, vous aviez cité un vers de Victor Hugo qui disait « C'est triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas ». Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté? Alors, oui, enfin, en tout cas, on continue parce que même s'il y a des gens qui ont des idées bien arrêtées, et souvent là-haut, d'ailleurs, on est confronté à des gens qui, une fois, je me rappelle, c'était l'été dernier, une famille américaine, je raconte le paysage et le glacier, et ce monsieur vient me dire, mais vous savez, monsieur Moreau, le réchauffement climatique, c'est fait pour nous taxer. Prouvez-moi que la Terre n'est pas plate et qu'il y a des habitants, qu'il n'y a pas d'habitants sur la Lune. Bon, il se trouvait que j'avais avec moi un document sur les carottages profonds. Je lui montre les cycles glaciaires et interglaciaires avec les gaz à effet de serre qui sont bien liés à ça. Et il me dit, ah, c'est intéressant, ça vient d'où ça? Bah, moi, je suis glaciologue, on parle du climat parce que la glace stocke les températures, les gaz à effet de serre, les pollens, les embruns marins, les sels minéraux, les cendres volcaniques, tout ce qui se balade dans l'air. Ah oui, c'est intéressant. Et en fait, il y avait là peut-être un manque de connaissance de ce monsieur, mais bon, tout le monde n'est pas au courant des carottages profonds. Et il m'a dit, oui, c'est intéressant. Bon, il est reparti sûrement en pensant toujours que la Terre est plate, mais ça m'a fait penser à une citation de ce neurologue Boris Cyrulnik, hein, que vous connaissez sûrement. Et un jour, j'avais noté sa phrase, quand on n'a pas la connaissance, on a l'explication. Et dès qu'on y met de la science, on crée le doute. Et là, il y a peut-être eu un petit doute chez ce monsieur. Et donc, voilà, nous, on continue
d'informer, d'éduquer, c'est un grand mot, parce que en même temps, je me le dis à moi-même, parce que voilà, on est tous reliés à cette nature-là, on vit avec ça, on vit avec l'eau, il y a de moins en moins d'eau. 2 milliards de personnes sur Terre vivent de l'eau des glaciers et les glaciers diminuent, donc il va falloir faire avec, il va falloir moins la polluer, mieux gérer cette eau qui va nous rester, qui va diminuer, hein. Depuis 2-3 ans avec les canicules, on sait que le Rhône a diminué de 40%, mais qu'il y avait une part beaucoup plus importante de la fonte des neiges et des glaces, c'était la canicule. Et donc on mange le capital quand on a des canicules. Alors, il faut espérer que cette année des glaciers va permettre justement de comprendre et de faire en sorte que de plus en plus de personnes s'interrogent et puissent interroger leur propre comportement et surtout penser aux glaciers. Lui, je voulais vous montrer quelques images et vous laisser réagir. Il n'y a pas de questions, je voudrais juste que vous réagissiez face à ces images. Oui, bien là, en effet, on voit la mer de glace donc à 2 années différentes. Alors il y a une année avec de la neige là quand même, un peu plus peut-être en hiver et un peu plus en été. Ici, on voit les 3-4 derniers kilomètres. Alors c'est vrai que quand nos glaciers diminuent comme ça, comme la mer de glace, comme le glacier des Bossons, ils ralentissent en vitesse et ils évacuent de moins en moins tous ces débris de montagne qui viennent de l'érosion, hein, encore naturelle des montagnes, mais accentuée par ce réchauffement, par le permafrost, hein, une dame qui parlait du permafrost, donc du ciment de glace qui fond dans les fissures, dans le granit du Mont Blanc. Là, on voit les grandes Jorasses au fond. Et donc, les glaciers transportent tous ces débris. Et comme ils ralentissent, finalement, le tapis roulant de glace évacue de moins en moins et les glaciers noircissent. Et aujourd'hui, la dame disait la mer de pierre. Et en effet, le glacier des Bossons, qui est un glacier blanc, qui descend du Mont Blanc, en bas, la glace du glacier des Bossons, c'était le sommet du Mont Blanc il y a 50 à 60 ans. Le glacier est descendu. Quand on voit le glacier des Bossons, il est visible de partout de la vallée de Chamonix. Aujourd'hui, on le voit noircir en bas. Et ça fait mal. Parce que on l'a toujours vu blanc avec des séracs et des crevasses. Et là, depuis 2-3 ans, 4 ans, là, vraiment, là, il y a un trou qui s'est créé au sein de la masse de glace en bas. Et ça va devenir comme le glacier d'Argentière. Ce trou va absorber l'énergie solaire parce qu'il est sombre. On voit le rocher. Et ça va s'agrandir très très vite. Le glacier des Bossons va reculer très très vite. Il y a une accélération du coup, là aussi liée à cette présence de matière qui n'est plus 100% de la glace et de la neige. Voilà, tout à fait. Oui. Alors quand le glacier grisonne, noircit, ça capte le rayonnement solaire et ça fait fondre de plus en plus. Et ça libère des rochers qui... Image suivante, on n'est plus dans les glaciers, mais on reste dans les Alpes. On reste dans les Alpes, oui, voilà, avec les Jeux Olympiques. Bon, c'est sûr qu'il y a aujourd'hui, avec la remontée de la ligne de neige, bon, on sait très bien qu'il y aura de moins en moins de neige et de glace, et que bon, voilà, on veut toujours penser à. Alors, on fabrique de la neige artificielle, mais on utilise l'énergie, hein. Et donc, réutiliser, essayer de recycler des choses, d'utiliser les anciens équipements olympiques, c'est mieux que de tout refabriquer. Mais enfin, je crois que le comité olympique a compris certaines choses aussi, et ils essayent dans la région Rhône-Alpes de faire des équipements qui soient durables, recyclables après. Mais bon, c'est vrai que il y a du pour du contre, hein, sur ces Jeux Olympiques, hein. Absolument. Dernière image. Donc, je pense qu'on est là en Antarctique. Je suis allé une fois en Antarctique. Je vais beaucoup au Groenland. Je travaille au Groenland. En Antarctique, en fait, quand on voit ce glaçon là qui vient d'un glacier, qui a été libéré par un glacier, donc cet iceberg. Aujourd'hui, on s'inquiète de grands glaciers en Antarctique qui s'accélèrent dans la mer parce que la mer se réchauffe. Donc ça fond les glaciers par-dessous, ça les libère de leur friction sur le rocher, et il y a des surfaces grandes comme la France qui s'accélèrent dans la mer en Antarctique. Et là, c'est assez inquiétant parce qu'on ne sait pas trop comment ça va faire dans l'avenir, parce que l'intérieur de l'Antarctique est sous le niveau de la mer, et ces grandes masses de glace qui libèrent de plus en plus d'icebergs,
Ça fait un peu comme des bouchons de bouteille, hein. Quand on enlève le bouchon d'une bouteille qui est mise à l'horizontale, tout se vide derrière. Donc il y a des points de non-retour. Après, on ne sait pas trop comment ça va faire et ça peut faire remonter le niveau des mers très très rapidement, l'Antarctique. Et au Groenland, tous les glaciers qui glissent dans la mer. Moi, je travaille sur un glacier au Groenland qui est passé de 5 mètres par jour dans la mer à 15 mètres par jour en 20 ans. Tous les glaciers qui arrivent en mer s'accélèrent de la terre vers la mer. C'est la raison pour laquelle le niveau des mers augmente. Et donc ça, c'est le challenge du climat dans l'avenir. C'est la remontée du niveau des mers. Il y a 1 milliard de personnes qui vivent entre 0 et 10 mètres d'altitude. En France, déjà, il y a des milliers de maisons concernées sur la côte. 1 mètre du niveau des mers en plus, c'est toute la Camargue, c'est la Vendée, c'est la Basse-Seine. Voilà. C'est là où on voit que finalement, encore une fois, les glaciers chez nous, c'est pas tout rose. Alors c'est pas tout rose évidemment, mais donc les conséquences, tout ce qui arrive sur les glaciers, finalement, vont avoir des conséquences dans le monde entier. Et oui, parce qu'en fait, on se rend pas compte. On se dit, je suis tout seul. Moi, ce que je fais, c'est pas grand-chose. Bon, d'accord, j'utilise ma voiture, etc., etc. Bon, c'est pas grand-chose. Je suis rien. Mais ça me rappelle une citation que j'ai lue dans une petite papillote de Noël, un petit chocolat de Noël, vous savez. Et c'était une citation de Voltaire qui disait déjà, Voltaire, dans une avalanche qui fait 2 morts, quel est le cristal de neige qui se sent responsable? Et en fait, on est tous des cristaux de neige et on fait des morts quelque part à l'autre bout de la planète parce que on utilise notre voiture, notre truc, nos machins et on se rend pas compte. Et nos glaciers diminuent et finalement, on a tous une action quelque part, une goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan est fait de gouttes d'eau. C'est ce qu'on essaye, voilà, de faire comprendre aussi ici au Montanvert, voir les scolaires avec les images, avec votre émission. C'est super parce qu'il faut bien prendre conscience qu'on est tous reliés à ça, que c'est très important pour notre santé, l'eau, l'air, ce qu'on mange, et aussi parce que voilà, on modifie ça. Il faut bien s'en rendre compte. Donc si on atténue, si on fait attention à ce qu'on fait, la carte bleue, la carte des lecteurs, si on se rappelle, il y a 2 hivers, on pensait avoir pas assez d'énergie pour se chauffer pendant l'hiver, on a fait attention, on a baissé les radiateurs, on a mis un petit pull, plus ou moins tous les Français, on a économisé sans rien faire 15 à 20% d'énergie. Donc j'étais dans le confort avant. Donc en fait, si on fait attention à ce qu'on fait déjà, on peut économiser plein de choses. 10, 20%, 5% là, on recycle, on isole, on fait attention à ce qu'on achète, etc. On ne surconsomme pas. Mais il faut s'amuser, il faut vivre quand même. Mais on va continuer à vivre, à penser aux glaciers, en tout cas pendant Oui, parce que et c'est bien beau. au-delà de cette année 2025. Merci beaucoup, Luc Moreau. Je vous en prie, merci. Bonne journée à vous. Il est important de retenir certains points de cet entretien. D'abord, la fonte des glaciers n'a pas qu'un impact sur nos paysages, mais cette disparition a surtout des conséquences dramatiques sur la ressource en eau. Enfin, les glaciers sont liés directement aux gaz à effet de serre. C'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de réduire drastiquement notre consommation d'énergie fossile. Dès lors, les glaciers qui ont une inertie de presque 20 ans pour se rééquilibrer arrêteront de disparaître. Mais ce sera trop tard pour de nombreux d'entre eux, notamment dans les Alpes. C'était Talk to You de Mountain Changemakers. Merci de suivre ce podcast. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour enrichir nos propos et nos futurs podcasts. Je vous invite à découvrir tous nos programmes en vidéo sur notre plateforme et nos applications mobiles, à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Ce podcast est aussi à retrouver sur les principaux sites d'écoute de podcasts, Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Cet épisode de Talk to You a été réalisé par Tom Surbeck.